Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 3 mars et pour ce rendez-vous citoyen, je vais aborder avec vous le RIC, R-I-C, le référendum d'initiative citoyenne. Le RIC est demandé maintenant depuis plus de 100 jours par les manifestants, les Gilets jaunes en France, et c'est énorme. Mais qu'est-ce que le RIC et comment le faire appliquer dans une France soumise aujourd'hui à des traités de libre-échange qui lui ont fait perdre une grande partie de sa souveraineté? Alors, le RIC, en tout domaine, comme défini par Étienne Chouard, est la possibilité qui est offerte au peuple de modifier, d'abroger ou de créer une loi, de modifier, d'abroger ou de créer un article de la Constitution française, mais également qui permet de révoquer un élu, voire le président lui-même. Alors bien entendu, résumer le RIC en le sortant du cadre défini par Étienne Chouard, qui a prévu avec ce dispositif tout un panel de démocratie participative et de chambres et de contre-chambres du pouvoir. Et comme il le dit lui-même, pour être opérationnel, le RIC doit se faire à l'extérieur du cadre des traités de l'Union européenne. Alors, en France, le contre-pouvoir existe. Il est géré par des organes qui sont le Sénat, le Conseil constitutionnel, les députés de l'opposition, s'ils sont en majorité, mais même là, la politique demandée par le peuple ne semble pas percer, ne semble pas arriver jusqu'à ces outils du pouvoir et qui aujourd'hui s'apparente plutôt à une monarchie, voire une dictature. Alors, avant même de penser au RIC, il faudrait commencer par restaurer la Constitution française elle-même et supprimer les articles 88 qui nous avalisent à l'Union européenne, l'article 89 dit de procédure du Congrès qui permet de modifier la Constitution en se passant totalement de notre avis et sans même nous prévenir, et le fameux 49.3 également qui permet de forcer le passage d'une loi, mais aussi les ordonnances qui permettent de reléguer le député à la simple consultation. En fait, il y a du boulot. Mais revenons au RIC, en toute matière, dans le cadre du traité de l'Union européenne. Et pour bien comprendre comment il peut fonctionner, il faut savoir que ce sont les compétences qui sont permises dans un État ou une région, dans le cas d'un RIC régional, qui vont permettre les référendums d'initiative citoyenne. Si on prend l'exemple suisse, qui est un pays souverain, les citoyens peuvent se prononcer contre la création d'une loi. Par exemple, il faut 50 000 signatures sous 100 jours pour forcer le gouvernement fédéral à saisir par référendum le peuple pour faire passer cette loi en question. De même qu'il faut obligatoirement passer par un référendum pour ratifier, pour signer un traité international. Alors c'est efficace et en plus ça permet de remettre le citoyen au centre du débat, au centre des décisions démocratiques. Et c'est d'ailleurs ce que propose l'UPR dans son programme, en plus de l'abrogation des articles de la Constitution qui empêchent le bon déroulement de la démocratie. Alors si on compare le référendum suisse au référendum toute matière italien, le référendum en toute matière italien est beaucoup plus restreint. Et par exemple, ce qui touche à l'État, il permet de l'abrogation d'une loi de façon partielle ou totale, alors d'un acte aussi ayant valeur de loi, mais ces abrogations sont restreintes et elles ne peuvent s'appliquer sur des lois concernant par exemple la fiscalité, le budget, l'amnistie, la remise de peine et la ratification de traités internationaux. Autant dire que, puisque la fiscalité et le budget régissent la politique sociale et le service public, ils ne s'appliquent pas à grand-chose. Ni sur la santé, ni sur la retraite, voilà. Et la raison est simple. En ayant ratifié le traité de l'Union européenne, l'Italie est obligée de suivre les politiques économiques qui sont dictées par Bruxelles, les GOP, les grandes orientations de politique économique. Et donc, le RIC en Italie a été contraint aux seules possibilités des compétences permises par les régions et par l'État lui-même. Tout comme en France, les domaines de compétences qu'il nous reste sont très minces, toujours à cause de notre appartenance au traité de libre-échange de l'Union européenne. Faisons le calcul, on va dire, inverse, des compétences sur lesquelles nous n'avons plus accès. Compétences monétaires, taux de l'euro donc, compétences douanières, taxes de douane, immigration, etc., quotas d'importation, les normes d'asile, le travail dans la zone euro, le social, la santé, les retraites, les compétences du marché commun. Par exemple, il est interdit de restreindre l'entrée ou la sortie d'un produit qui fait partie du marché européen, comme le glyphosate. Nous avons aussi délégué les compétences de traité de commerce,
Et donc, on ne pourra pas non plus s'opposer au CETA, au JEFTA, au Mercosur et autres traités de libre-échange. Nous avons également délégué les compétences de pêche, de zones de navigation exclusive, sur l'agriculture intensive ou pas. En fait, on a délégué ces compétences également sur la concurrence qui encadre les subventions aux sociétés d'intérêt général, nos services publics, sur l'eau sociale et les administrations. Alors, toutes ces compétences ne sont plus du ressort du gouvernement français et donc ne seront pas non plus du ressort du peuple. Elles ne peuvent pas entrer dans le cadre d'un référendum, soit-il le RIC. Alors, que nous reste-t-il? Eh bien, il ne nous reste pas grand-chose. Les décisions de vitesse sur route, la possibilité de jouer sur nos impôts, sur les taxes locales, sur les prélèvements divers, sur la TVA, la CSG, sur les moyens d'organisation d'ordre politique. On peut créer des chambres citoyennes de la région du Sud, des chambres citoyennes des peuples du Nord. On peut créer des chambres, bien sûr, consultatives, étant donné la limite des possibilités qui restent à la France sur ces domaines de compétences, sur ces matières. Alors, on pourrait changer également nos modes de scrutin, instaurer par exemple le RIC régional, comme en Italie. Nous pourrions changer nos modes d'élection, révoquer nos élus. Alors, certains diront, on peut désobéir au traité, on peut désobéir à l'UE. On arrête de payer nos contributions, par exemple, à l'Union européenne. Là-dessus, mais posez-vous la question, un traité qui nous a spoliés de nos droits régaliens, doit-il être protégé au point de mettre notre État à l'amende et de le placer en position de non-respect des règles internationales? Ou alors, en tant que peuple souverain, ne devons-nous pas plutôt dénoncer ce traité qui nous apporte en fait rien, et dont tout le monde en fait est plutôt d'accord pour dire qu'il n'est pas bon pour le peuple, il n'est pas bon pour l'écologie, il n'est pas bon pour notre économie, et qu'il faudrait le changer. Alors moi je vous renvoie vers mon décryptage de l'article 48 du traité de l'Union européenne, car il faut l'unanimité des membres ayant signé le traité, c'est-à-dire par 27 pays, pour modifier les traités. Alors, est-ce qu'on ne doit pas plutôt simplement utiliser l'article prévu pour rompre ce pacte, l'article 50 du TUE? Alors, pour ceux qui croient que la Constitution est au-dessus des traités, j'ai fait une vidéo également là-dessus, et la réponse, en fait, c'est non. Je vous y renvoie, vous pouvez regarder. Les traités ratifiés sont au-dessus de la Constitution. Alors si on veut désobéir à des règles, pourquoi simplement vouloir rester dans ces règles? Où est la logique? Alors en tout état de cause, la France a perdu sa souveraineté, c'est-à-dire le pouvoir du peuple. La France n'est plus que le reflet d'un pays souverain. Son peuple, même avec un outil aussi puissant que le RIC, n'aurait pas les moyens de changer la politique qui est dans les mains de la Commission de Bruxelles. Alors maintenant, si je vous disais qu'un projet nommé Projet de charte de l'autonomie des régions européennes, un projet qui avait été discuté en 1997, avait déjà prévu le RIC au niveau régional. Alors si je vous disais que ce projet de 1997 prévoyait également de donner des compétences particulières et une autonomie, bien sûr purement politique, et une responsabilité juridique, elle, des décisions prises par ces régions. Cette responsabilité juridique permettrait à Paris, à la capitale, de ne plus être responsable direct des décisions régionales. Eh bien, cette charte, elle existe et elle a été ratifiée sous la forme d'un mini-traité international en 2007. Et nous avons ensuite eu la découpe des départements en régions et les expérimentations d'autonomie avec l'Alsace, la Corse et bientôt les DOM. Alors je ferai bientôt une vidéo sur la charte de l'autonomie des régions. Mais je peux déjà mettre en garde ceux qui me suivent. L'Alsace devient en 2021 la première collectivité juridiquement européenne, tout en restant dans le cadre des traités européens. Elle sera donc soumise directement aux ordres de la Commission, mais aussi au traité de libre-échange que la Commission décidera de ratifier pour elle. Je parle ici du CETA, du JEFTA, du Mercosur, avec le Brésil et l'Argentine, et des tribunaux d'arbitrage qui vont avec le ISDS, qui est déjà signé actuellement, à l'heure où je vous parle. À suivre donc, et méfiance. Pour finir, vous l'aurez compris, pour prétendre à un RIC réel, à un RIC sur tout domaine, il est indispensable de retrouver nos compétences d'État, ces compétences qui ont été déléguées dans le cadre du traité de l'Union européenne, et donc de demander d'abord un Frexit avant toute chose.
ou en même temps. On verra tout de suite, si on demande le Frexit par référendum, si le semblant de démocratie affiché par notre gouvernement s'arrête aux intérêts des puissants lobbies. Donc pas de RIC sans Frexit. Et comme une vérité n'est valable que si elle est connue du plus grand nombre, n'oubliez pas de partager cette vidéo, de la liker, et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche en bas. Voilà. Je vous remercie encore de m'avoir écouté pour ce rendez-vous et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau rendez-vous citoyen. Merci encore.